Je vais commencer par un message simple. La diminution du LDL cholestérol permet de réduire le risque d'événements cardiovasculaires majeurs. Le LDL est bien un facteur de risque. On parlait de terminologie il y a quelques minutes. Et là, il n'y a aucun problème là-dessus parce que cela a été démontré par de très nombreux essais thérapeutiques. Et il faut, avant toute présentation, remercier les médecins investigateurs, les unités de recherche et les patients qui ont accepté de participer à ces études. Ma présentation reposera essentiellement sur le rationnel et les implications pratiques des recommandations de l'ESC et de l'EAS de 2019 qui fixent la prise en charge des paramètres lipidiques. Le plan est très simple. Le LDL est l'unique cible thérapeutique et les messages qui vont avec, plus il est bas, le plus longtemps il est bas et le mieux c'est. Il y a une cible importante à reconnaître quand on est cardiologue, c'est qu'en prévention secondaire, il faut viser le moins de 0,55 g de LDL par litre. Et la stratégie est statine d'abord, ezetimibe ensuite, PCSK9 éventuellement. Et surtout, l'élément important, il va falloir retirer une expression de son langage. Le HDL n'est pas un bon cholestérol et les triglycérides ne sont pas des objectifs thérapeutiques. Alors, je vais commencer par la dernière partie de mon plan. Le HDL, pourquoi n'est-il plus le bon cholestérol? Ce qui a déterminé que le HDL était un bon cholestérol est une étude parue en 77 provenant de la cohorte de Framingham. Vous avez les hommes et les femmes, et plus le HDL était élevé, moins il y avait d'événements coronariens chez ces patients. Ici, vous l'avez en taux pour 1000, avec 0 au-delà de 60 de 0,75. Vous voyez qu'ici, on est un peu plat. Mais quand on regarde cette étude, il y avait moins de 3000 patients et moins de 150 événements coronariens. En 2016, paraît une étude complètement nouvelle, 600 000 patients, 18 000 morts, et on a des strates de HDL très importantes qui font que dans chaque strate, on a plus de patients inclus que dans tout le programme de Framingham. Et que montre cette étude? C'est la particularité, tant chez l'homme que chez la femme. Plus le HDL est bas, et ça c'est reconnu, plus il y a d'événements, chez la femme ici, chez l'homme à gauche, mais plus le HDL est élevé, plus il y a d'événements. Quelles sont les choses importantes dans cette étude? La première chose, c'est l'importance du nombre qui augmente considérablement la puissance et le fait d'avoir pris non pas les événements cardiovasculaires, mais la mortalité, soit cardiovasculaire, soit par cancer, soit par autre chose, non cardiovasculaire et non par cancer. Et vous voyez, le nombre de morts est impressionnant. Quand on regarde juste la mortalité cardiovasculaire, on voit que chez l'homme que chez la femme, avec des taux élevés de HDL, elle est augmentée. Et donc déjà en 2016, les recommandations européennes avaient dit le HDL n'est pas une cible du traitement. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, plusieurs essais thérapeutiques qui avaient évalué des traitements qui augmentent le HDL n'avaient montré aucun bénéfice. Qu'en est-il des triglycérides? Ici, on a une étude parue en 2012 qui est un modèle pur d'évaluation de l'effet des triglycérides. Ce sont 12 000 patients diabétiques ou prédiabétiques qu'on va traiter par oméga 3 versus placebo. Et le critère primaire est les décès cardiovasculaires. Alors pourquoi je dis que c'est un modèle pur? Parce que le cholestérol total, le LDL et le HDL n'ont pas varié significativement sous oméga 3. Par contre, les triglycérides ont baissé de 14%. Et je rappelle qu'on est chez des diabétiques. Donc, si l'hypothèse est bonne, on devrait avoir une diminution des décès cardiovasculaires, de la mortalité, de tout ce qu'on peut imaginer. Et vous voyez ici dans les courbes à droite, dans une étude qui a duré 6 ans, que l'on soit sous placebo ou sous oméga 3, avec une baisse des triglycérides de 14%, il n'y a aucun bénéfice quelconque. Changement de choses en 2019, en utilisant 4 grammes par jour d'un acide gras oméga 3 particulier, l'EPA, un peu plus de 8000 patients, placebo, huile minérale contre cet oméga 3, les triglycérides baissent à peu près de 19%, le HDL de 6%, et au bout de 5 ans, il y a une diminution de 25% des événements cardiovasculaires majeurs, alors qui n'est pas corrélé aux triglycérides de départ, qui n'est pas corrélé à l'obtention aux triglycérides d'arrivée, mais on a un élément nouveau. Cependant, l'année suivante, quasiment la même étude à 13 000 patients, au lieu d'avoir une huile minérale, on a une huile de maïs. On a 4 grammes par jour d'oméga 3, mais là, on a de l'EPA et de la DHA.
le critère primaire sont les événements cardiovasculaires majeurs. Les triglycérides ont baissé exactement de même ampleur, 19%, et on n'a aucun bénéfice. Quelles sont les différences entre ces études? L'une a utilisé de l'EPA pur, l'autre de l'EPA et de la DHA. Une a utilisé comme placebo de l'huile de maïs et l'autre de l'huile minérale. Les patients sont sensiblement les mêmes et vous voyez que les triglycérides médians dans les deux études étaient à 2,40 g, 2,16 g. Le LDL était quasiment identique. Et les deux, on a eu une diminution de 19% des triglycérides, une avec bénéfice et l'autre non. Donc le problème ne porte pas sur les triglycérides, mais plutôt sur la manière éventuellement de les baisser. Et donc que recommande la Société européenne? C'est très simple. Chez des patients qui ont une hypertriglycéridémie, le traitement de première intention, c'est tout simplement d'utiliser une statine, puisque si on considère que l'hypertriglycéridémie est un marqueur de risque, en utilisant une statine, on va diminuer le risque et elles mettent avec un niveau 2AB l'éventualité chez des patients qui ont entre 1,35 g et 5 g de triglycérides qui sont traités par statine et qui restent au risque, malgré la statine, d'utiliser donc l'EPA, l'icosapentaéthyl, 2 grammes 2 fois par jour pour diminuer le risque. Donc retenez que les HDL et les triglycérides ne sont pas des objectifs thérapeutiques et que l'expression HDL égale bon cholestérol doit être retirée de son vocabulaire à partir de 2016. On revient sur l'élément essentiel, le LDL est l'unique cible thérapeutique. Alors on pouvait le savoir parce que les études faites avec les statines avaient démontré, vous voyez ici, c'est une méta-analyse de 2010, il y a déjà 11 ans, quand vous utilisez une forte dose de statine versus une plus petite dose, statine versus le placebo ou toutes les études, quel que soit le LDL de départ, on a une réduction en gros de 25% des événements cardiovasculaires majeurs. Et on pouvait se dire effectivement, baisser le LDL d'une millimole est bénéfique. Le problème de ces études est qu'elles n'ont été faites exclusivement qu'avec des statines et que c'est peut-être la puissance et un effet particulier des statines qui pouvaient être à l'origine de ce bénéfice. La question et les recommandations avant des données récentes étaient: faut-il utiliser une statine avec une dose qui exprime sa puissance ou faut-il baisser le LDL? Ce que l'on savait aussi et qui est connu, c'est que même en prévention cardiovasculaire primaire, et c'est une méta-analyse parue en janvier 2011 dans le groupe Cochrane, utiliser une statine, vous avez ici les essais, diminue de 16%, et c'est significatif, la mortalité totale. Donc il n'y a aucun doute, les statines étaient bénéfiques. Que s'est-il passé dans les années qui ont suivi à partir de 2015? Une première étude chez 18 000 patients évalue les étimibes en plus de statine versus une statine sur les événements cardiovasculaires majeurs. Les étimibes diminuent très peu le LDL, mais le diminuent de façon significative et on a une réduction modeste de 7% des événements cardiovasculaires. Mais comme on a mis 18 000 patients dans l'étude, cet effet est significatif. En 2017, étude Fourier avec l'évolucumab, un anti-PCSK9, et là pareil, on a une réduction des événements cardiovasculaires qui est significative. Et qu'apportent ces deux études? Simplement, elles valident deux nouveaux médicaments. Il n'y a pas que les statines, les étimibes ou les anti-PCSK9 permettent de diminuer le risque cardiovasculaire. Quand on analyse le résultat de cette étude, c'est-à-dire quel est le bénéfice obtenu en fonction de la réduction du LDL, dans Improve-It, on est sur la droite de régression obtenue avec les statines, et dans Fourier, qui est ici en rouge, quand on regarde ce qu'on obtient avec les statines pour une baisse de 0,38 g de LDL, une millimole, ça c'est ce qu'on obtient avec les statines, ça c'est ce qu'on a obtenu avec les anti-PCSK9, et donc le LDL est bien revenu au centre du jeu. On a 3 traitements qui, pour la même baisse de LDL cholestérol, procure le même bénéfice. C'est bien le LDL qu'il faut baisser. À partir de 2015 et surtout 2017, les statines n'ont pas d'effet pléiotrope. Tous leurs bénéfices passent par la baisse du LDL. C'est encore confirmé l'année suivante avec l'étude Odyssée, un autre anti-PCSK9, l'alirocumab contre placebo, baisse de 60% du LDL, diminution des événements cardiovasculaires. Donc il n'y a aucun doute, et vous voyez dans cette diapositive un élément important,
patients en prévention secondaire majoritairement, qu'elles soient cérébrovasculaires, cardiovasculaires ou cardiaques ou au niveau des artères périphériques, passer d'un LDL de 0,9 à 0,3, ce qui est très bas, diminue les événements du critère primaire qui comprenait aussi les angores instables et les revascularisations coronaires de 15%, et les décès cardiovasculaires, les infarctus et les AVC de 20%. Il n'y a aucun doute sur le fait que de baisser le LDL est le plus bas et le mieux. Avantage de ces études, vous avez ici la répartition du LDL dans le groupe placebo et du LDL dans le groupe traité. On arrive même à des taux très bas. Et ici, on a la corrélation entre le LDL obtenu, celui du LDL en millimol. On aura une diminution relative du risque d'événement cardiovasculaire à toute millimole de diminution absolue du LDL. Donc 0,38 g correspond à une diminution relative des événements cardiovasculaires de 25% à 5 ans. J'ai fait une petite chose très particulière. Quand je vous ai montré que le résultat de Fourier était sur la droite de régression, en fait, il ne l'est pas, parce que l'étude n'a duré que 2 ans, alors que la droite de régression faite avec les statines se base sur des études qui ont duré 5 ans. Et on a eu cette surprise intéressante. En 2017 est parue dans l'European Heart Journal une mise au point qui montre que dans les essais thérapeutiques conduits avec les statines, qui ont duré en moyenne 5 ans, vous voyez 200 000 patients, pour une baisse d'une millimole, on a une 20%, excusez-moi, c'est le... Oui? Non. Je croyais que c'était le... Vous m'entendez toujours bien? Oui, on vous entend très bien. On vous entend très bien. J'avais un appel du comité d'organisation. Non, c'est bon. Dans les études prospectives de cohorte, pour la même baisse de LDL, avec 12 ans de recul, on a plus de 30% de baisse des événements. Et dans les études de suivi avec randomisation mendélienne, donc on a l'élément génétique de départ, sur un suivi moyen de 52 ans, on a une baisse très importante de plus de 50% des événements. Et en fait, l'élément important, c'est que plus cette millimole de différence de LDL dure longtemps, plus le risque d'événements cardiovasculaires diminue. La première année, on a une baisse relative de 12%, la deuxième de 17%, la troisième de 20%, 22%, et on atteint 33 et 52%. Et quand on replace l'analyse de Fourier en fonction de ces nouvelles données, 4 ans, 2 ans, 3 ans, on voit qu'effectivement, la baisse des événements cardiovasculaires obtenus dans Fourier est exactement celle prédite par la droite de régression des études qui n'auraient duré que 2 ans. Et donc, quand je vous ai montré ça tout à l'heure, en fait, c'était la méta-analyse des cholestérols trialistes, non pas à 5 ans, mais à 2 ans. Et quand on remet Fourier, on est pile en adéquation. Donc, de quoi dépend le bénéfice d'un traitement du cholestérol? De la durée, du taux de cholestérol de départ, de l'amplitude de la réduction du LDL et du fait qu'il n'y ait pas d'événements adverses liés au traitement. Donc, vous avez ici la durée de baisse du LDL. Et si on prend les essais thérapeutiques qui ont duré en moyenne 4 à 5 ans, vous avez ici le LDL de départ et la puissance possible du traitement. Vous voyez bien que si votre LDL de départ est à 2 grammes par litre, que vous utilisez un traitement qui baisse de 50% le LDL, vous allez avoir une baisse absolue de 2,6 millimoles et donc 57% de réduction des événements cardiovasculaires majeurs. Il devient très possible, avec un essai de peu de patients, de démontrer un bénéfice. En revanche, si vous avez des patients qui au départ ont un LDL de 0,50 et que vous le baissez avec un traitement seulement de 15%, votre bénéfice relatif sera de 4,3% et il faudra 200 000 patients à peu près pour démontrer que ce bénéfice est significatif. Donc quand on dit que certaines études n'ont pas marché ou n'ont pas montré de diminution de mortalité, il faut regarder d'un côté la puissance du traitement et le LDL de départ et on peut exactement prédire le résultat d'une étude. Revenons à ce qui m'est demandé, stratégie. Suite à toutes ces données, il devenait évident que plus le risque est élevé, plus il est utile de baisser le LDL et les cibles ont été fixées comme suit. Si votre risque est très élevé parce que vous êtes en prévention cardiovasculaire secondaire ou parce que votre score de risque est supérieur à 10, il faut atteindre un LDL en dessous de 0,55. Si votre risque est élevé parce que vous avez un score entre 5 et 10, il faut atteindre un LDL en dessous de 0,70.
Si vous êtes à risque modéré, il faut atteindre un LDL en dessous de 1 gramme. Et si vous êtes à bas risque, c'est-à-dire en prévention primaire pour tout le monde, il faut atteindre un LDL en dessous de 1,16 g. Bien sûr, c'est avec l'accord du patient, mais l'optimal est d'obtenir moins de 1,16 g, avec quelques petites particularités. Si vous avez fait 2 événements cardiovasculaires, quels qu'ils soient, cérébral, coronaire ou vasculaire périphérique dans les 2 ans, l'objectif devient un LDL à moins de 0,40. Particularité, le non-HDL et l'ApoB ne sont pas des objectifs thérapeutiques, sauf des objectifs secondaires. C'est bien le LDL qui est un élément marquant. Et vous voyez, il n'y a pas d'objectif concernant les triglycérides. On dit juste que c'est mieux si on peut être en dessous de 1,5 g, mais il ne faut pas proposer de traitement pour cela. En prévention primaire chez les patients qui ont une hypercholestérolie familiale et qui sont à haut risque, il faut les considérer comme de la prévention secondaire, donc même avant 40 ans, une hypercholestérolémie familiale, moins de 0,55 g est l'objectif. Et donc, comment faire? Ces recommandations proposent un schéma qui va être très simple, ce que l'on peut attendre de baisse relative du LDL en fonction des traitements. Statine d'intensité modérée, moins 30%, statine d'intensité forte, etc. Et donc, le problème devient très simple. Voici la cible, 0,54 g, mon LDL de départ. Si mon LDL de départ est à 1 g, pour atteindre 0,55, il faut que je réduise mon LDL de 45%. Et donc là, c'est très simple, j'utilise une statine de forte densité. Donc la rosuvastatine à 20 ou la torvastatine à 80. Si mon LDL de départ est à 1,30 g, je dois le réduire de 58%. Et là, j'ai 2 options. Je peux peut-être y arriver chez certains patients avec une statine d'intensité forte, mais le plus vraisemblablement, il me faudra utiliser une statine d'intensité forte de l'ézetimibe. En revanche, si mon LDL est à 1,70 g, il faut que je le réduise de 68%. Chez certains patients avec une forte intensité de statine et de l'ézetimibe, je ne serai pas loin du but, mais il est très probable que je devrais utiliser en plus un anti-PCSK9, donc chez cette population un peu particulière. Et donc la stratégie est simple, les buts sont devenus simples, et sachant ce que l'on peut faire à partir de mon chiffre de départ de LDL, on peut envisager que, comme on sait que chez certains patients, notamment les plus de 1,70 g, on n'atteindra pas le bénéfice avec la statine de haute intensité, dès la sortie de l'hôpital, de les faire sortir avec une statine de forte puissance, plus de l'ézetimibe. Et donc ma conclusion est très simple, le LDL, vous l'avez compris, est l'unique cible thérapeutique. Plus il est bas, plus longtemps il est bas, meilleur c'est. Pour nous, cardiologues, en prévention secondaire, il faut atteindre moins de 0,55 g en utilisant d'abord une statine, les étimibes ensuite, et les anti-PCSK9 avec les modalités réglementaires suivant chaque pays. Le HDL et les triglycérides ne sont pas des objectifs thérapeutiques. Je vous remercie de votre attention.